Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier atelier d'une série de 3 sur la TEVA. Je m'appelle Patrice Diamazzoca, je suis orthophoniste et coordonnatrice de recherche clinique à l'IURDPM. Je vous présente ma collègue Chantal Robillard, qui est aussi coordonnatrice de recherche clinique au Centre-Ouest et chercheur au CRIR. Pourquoi un tel atelier? D'où vient, c'est quoi les objectifs? En fait, c'est suite à des questions, des préoccupations des équipes cliniques de différents CIUS. Puis Chantal et moi, on a eu l'idée, on voulait faire quelque chose pour amener les équipes de différents programmes et de différents CIS et CIUS à réfléchir, à échanger sur la TEVA. Donc, c'est la raison d'être de ces ateliers. Puis c'est aussi une façon d'échanger avec les chercheurs et l'expertise des différents chercheurs qui sont là aujourd'hui et qui sait donner naissance à des maillages projets, recherche, équipe clinique. Donc, les équipes cliniques puis les chercheurs qui veulent communiquer entre eux suite à l'atelier d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire à Chantal et moi, puis on va faire le lien. Qui veut commencer par se présenter? Je peux y aller, si vous voulez. Vas-y, Sabrina. Donc bonjour, je m'appelle Sabrina Cavallo, je suis ergothérapeute de formation et présentement, je suis professeure adjointe au programme d'ergothérapie à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal et chercheuse régulière au CRIR. Moi, mon axe au CRIR, c'est vraiment au niveau de la participation sociale. Donc, mes intérêts de recherche sont toujours sous ce gros parapluie-là de la participation sociale et entre autres, au niveau de la transition, je m'intéresse surtout aux jeunes qui vivent avec des incapacités physiques et des maladies chroniques telles que l'arthrite juvénile. Présentement, nous avons la chance de travailler justement avec le programme Transition. Donc, on travaille avec Isabelle, avec Chantal, avec Aline. On travaillait avec Virginie, mais elle nous a quittés. Et là, présentement, notre objectif de recherche, on a eu un fonds du CRSH. Notre objectif de recherche, entre autres, c'est vraiment d'identifier quelles sont les finalités, donc les outcomes qu'on parvient à atteindre avec le programme Transition, qu'est-ce qui est visé et aussi qu'est-ce qu'on voudrait viser davantage. Donc, quel autre outcome serait d'intérêt auprès des différentes parties prenantes, entre autres les jeunes avec des incapacités physiques et leurs parents, ainsi que les cliniciens. Donc, on cherche à avoir un arrimage et au niveau de la perception de ce qui est important pour la transition, pour une transition réussie. Fait que bref, je m'arrête là pour laisser mes collègues se présenter, mais merci de m'avoir invité. C'est vraiment excellent comme idée, puis j'espère que ça, justement, ça va se développer non seulement dans des collaborations, mais peut-être même une communauté pratique en transition. Fait que merci beaucoup. Merci Sabrina d'avoir accepté l'invitation. Je peux me lancer. Bonjour à tout le monde et merci comme Sabrina pour cette invitation. Je m'appelle Aline Bogossian, je suis professeure adjointe à l'École de travail social à l'Université de Montréal avec une formation en travail social et une expérience en travail social pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants. Mes recherches portent aussi sur les enjeux de la transition, les enjeux éthiques et sociaux de la transition pour les enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux et aussi des maladies complexes. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quel rôle pourra aussi jouer le travail social autant au niveau individuel avec les jeunes et leurs familles, mais autant aussi à faire des ponts intersectoriels entre ce qui est transition de soins de santé pédiatriques en adultes ou transition vers d'autres secteurs aussi. Mais je suis au début de ma carrière, donc c'est des grandes questions et j'ai du temps et quelques fonds de recherche aussi pour rechercher ces questions-là. Donc, je suis très contente d'être là avec vous et puis d'avoir aussi cette opportunité d'échanger. On travaille actuellement sur un scoping review sur un de mes projets de recherche
un scoping review sur le contexte de comment on peut soutenir l'autonomie des jeunes ayant des troubles neurodéveloppementaux. Donc, on regarde un petit peu les outils et les interventions pour soutenir l'autonomie des jeunes et qu'est-ce que ça veut dire et quels seront aussi des enjeux éthiques à l'intérieur de tout ça. Je m'arrête là. Merci. Merci, Aline, d'être là. Stéphano. Moi, je suis linguiste de formation initiale et après, j'ai fait ma thèse en sciences de l'orthophonie et mon doctorat et mon postdoc toujours en orthophonie. Et je m'intéresse à la communication des jeunes et des petits, mais aussi des jeunes adultes et des adolescents. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'ils font avec leur langage. C'est-à-dire, c'est bien de parler, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et alors, ça m'intéresse comment ça se développe, comment ça s'articule avec d'autres composants, d'autres habilités, et par conséquent, et du point de vue plus clinique, comment on l'évalue et comment on peut intervenir. Et j'ai la chance de collaborer avec des cliniciens qui balancent un peu tout. Et donc, plus spécifiquement, pour les questions d'adolescence, on avait travaillé sur un programme qui s'appelait Mégaphone il y a quelques années, donc pour la communication sociale chez les adolescents. Et en ce moment, je travaille avec une équipe un peu partout au Québec sur l'accès au monde du travail pour les jeunes avec incapacité, avec Marie Laberge, Chantal Desmarais, Normand Boucher. Et en particulier, je m'intéresse aux personnes qui ont des difficultés de communication dans cet aspect. Et je m'intéresse aussi, et je pense que c'est l'une des choses qui vont peut-être être touchées aujourd'hui, à l'interaction sociale, à la communication dans les jeux vidéo. Donc, comment on interagit en réalité virtuelle, dans les jeux vidéo, etc., etc. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'interaction sociale in vivo ou en présence. Alors, voilà. Merci, Stéphano, d'avoir accepté l'invitation. Oui, et merci, bien sûr, merci de votre invitation et d'avoir organisé des journées comme ça. Ça va être vraiment passionnant. Merci. Oui, merci. Puis c'est l'atelier numéro 1 d'une série de 3. Donc, on vous donne rendez-vous pour le 28 septembre aussi. Alors, on va commencer avec une présentation. Je suis très heureuse de vous présenter d'anciens collègues. En fait, c'est une partie de l'équipe TEVA du CE Centre-Sud qui vont faire une présentation qui vont aussi toucher au cirque social. Donc, je vais vous les présenter. C'est Estelle Lanchir qui est ergo de formation et coordonnatrice clinique au programme TEVA du CE Centre-Sud. Rosalie Sylvestre, qui est psychoéducatrice, ainsi que Frédéric Loisel, qui est ergothérapeute et qui est le visage derrière le cirque social. Je cède la parole à des collègues. Allez-y. Parfait, merci. Je vais vous partager mon écran. Si je peux le faire. Oui. Hop. Attendez, j'ai oublié un petit détail. Si je ne mets pas le truc, vous n'aurez pas le son. Ce serait dommage. Hop. Voilà, parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente qu'on parle de transition école-vie active dans la déficience physique, hein, parce que c'est un petit monde comparé à la déficience intellectuelle et au TSA. Donc, nous, le programme TEVA DP, hein, on fait partie d'un centre de réadaptation en déficience physique et puis on est les collègues francophones de transition. Aujourd'hui, Rosalie a eu un empêchement, mais donc je vais faire la présentation avec Frédéric qui parlera du cirque. Donc moi, je suis coordonnatrice depuis 2 ans, puis je travaille avec Catherine Bondeau, puis le reste de l'équipe que je vais vous présenter par la suite et avec qui vous pourrez discuter. Je vais
tout d'abord faire une introduction en fait sur ce qu'on fait. Ensuite, il y a une vidéo que je vais vous partager. Ensuite, on parlera de modalités d'intervention au sein de notre équipe. Je vais vous présenter l'équipe et puis on passera rapidement sur l'inscription, les références, mais parce que c'est pas tant ça le sujet aujourd'hui. Donc, les services Teva DP s'adressent à l'Institut Raymond Dehors aux personnes ayant un trouble de langage, une déficience auditive ou un trouble moteur. Pour le moment, ça s'adresse aux jeunes, vieux ados, jeunes adultes de 16 à 25 ans. Puis, on offre des services sur toute la région de Montréal pour la clientèle francophone de l'île de Montréal. On a un mandat de réadaptation qui est d'accompagner le jeune adulte dans sa transition vers la vie active, l'aider à faire des apprentissages et à devenir le plus fonctionnel possible dans sa vie de tous les jours. Tout au long de la réadaptation, on va tisser avec lui un filet de sécurité qui perdurera une fois qu'il aura quitté le programme Teva, parce qu'on a pour l'instant, c'est jusqu'à 25 ans. La façon dont on fonctionne, c'est qu'on reçoit une première fois l'usager, donc il y a 2 intervenants qui reçoivent l'usager et qui font le tour de ses besoins. Donc c'est une rencontre qui dure 1 heure, peut-être un peu plus, et où on fait le tour des besoins du jeune adulte, on voit son niveau de connaissance de lui-même, s'il connaît ses forces et ses défis, quel est son projet de vie, puis on valide à ce moment-là, s'il est venu, c'est qu'il y a une certaine motivation, mais on veut vraiment s'assurer que le jeune adulte est prêt à travailler sur ses défis dans la transition, parce que souvent, il y a des parents, des intervenants ou des professeurs qui sont très motivés, puis le jeune adulte, lui, est un peu moins motivé. Donc ça, cette première rencontre sert à ça, à voir les besoins, et puis à établir le plan d'intervention, le plan de match, comme on dit aux jeunes adultes, pour les services qu'ils vont recevoir à l'IRD. Donc, je vais vous montrer une capsule qu'on a fait qui explique les services qu'on offre chez nous à la Teva. Juste me faire un petit... dites-moi si le son ne fonctionne pas. Mais si tout va bien, je continue comme ça. La démarche Teva DP vise à accompagner la personne à mieux se connaître. À partir de ses intérêts, ses besoins, ses difficultés et ses capacités, l'équipe la guidera dans l'élaboration et la réalisation de son projet de vie. La démarche Teva DP peut être présente dans différentes sphères de vie des jeunes adultes, telles que l'intégration socio-professionnelle, l'éducation et ou la formation, le réseau social, le déplacement, l'autonomie résidentielle et la participation à la communauté. Plus spécifiquement, Teva DP est là pour de l'accompagnement afin de développer les prérequis d'emploi. Il importe de savoir expliquer ses forces, ses difficultés, gérer un horaire, développer des habiletés socio-professionnelles, etc. Un retour aux études ou suivre une formation. Nous pouvons informer et orienter la personne en fonction de ses intérêts et de ses capacités. Le réseau social. Un accompagnement peut être offert afin de favoriser les relations adéquates avec ses collègues, ses amis, son partenaire et sa famille. Le déplacement. La personne peut apprendre à planifier un trajet, gérer un imprévu, enchaîner différents moyens de transport, etc. L'autonomie résidentielle. Faire une évaluation des prérequis de vie en appartement, budget, repas, responsabilités, et les développer aux besoins pour ensuite planifier un départ en appartement. Et enfin, la participation dans la communauté en incitant le jeune adulte à participer à des activités sportives, de loisirs culturels ou de bénévolat. En fonction des besoins de la personne, l'équipe multidisciplinaire pourra offrir des interventions adaptées en individuel ou en groupe. La collaboration de différents partenaires tels que la famille, le milieu de l'éducation, les milieux de travail et les services de santé et de services sociaux est un atout dans la démarche
Teva DP. Donc, comme on le voyait dans la capsule, on a à la fois des modalités individuelles qui touchent toutes les sphères de vie, mais aussi des suivis de groupe. On a, tout comme Transition, on a un programme en développement, puis notre réalité, c'est qu'on avait le cirque qui était très connu, mais à cause ou grâce à la pandémie, on a dû trouver d'autres façons d'offrir des services, donc, et on a développé d'autres groupes qui étaient plus compatibles avec notre réalité de ces 2 dernières années. On a aussi développé un stage interne de réadaptation que je vous expliquerai plus tard. Donc, les suivis individuels, ils reprennent, comme je le disais, toutes les sphères, ils sont adaptés, concrets, avec des risques inhérents à l'usager, puis ils sont complémentaires aux offres de groupe. Au niveau de l'éducation, de la formation, on a une conseillère en orientation qui intervient surtout dans cette sphère-là. En individuel, elle est là 1 journée par semaine, puis elle peut soit travailler avec la CO de l'école ou partir de ce qui a été fait par la CO de l'école, ou si l'usager arrive après avoir quitté l'école et veut se réorienter, va travailler avec le jeune adulte pour trouver sa nouvelle voie, ou s'il veut reprendre une formation ou changer d'entreprise. Les déplacements, par exemple, peuvent être travaillés à la fois en individuel et généralisés dans un groupe. Tout comme dans un groupe, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on doit pousser en individuel et auquel cas un intervenant sera ciblé pour aider le jeune adulte. Nos groupes, on a 3 groupes, le groupe plein air, le cirque social et le groupe cuisine. Je vais commencer par le groupe plein air, qui est un groupe qui a une durée de 10 semaines, qui se donne 1 fois par semaine. Cet été, on a plus de participants que 5 à 10 participants. On est plus 15 et plus. C'est un groupe qui vise à travailler les déplacements, le réseau social, la communication, le dépassement de soi. Les jeunes se donnent des rendez-vous à différentes stations de métro, et à partir de là, il y a une randonnée urbaine qui est effectuée. Entre chaque groupe, les usagers doivent communiquer entre eux pour échanger des anecdotes, des faits culturels sur les lieux qu'ils vont visiter, puis les présenter au groupe. Donc, le fait de discuter entre chacun des ateliers favorise le réseau social, et puis il y a des liens qui se tissent, et l'activité de plein air permet, comme je le disais, le dépassement de soi, de travailler les déplacements et de faire des activités en lien avec la saison. Le tout premier, on l'a fait vraiment en pleine pandémie, puis c'était l'hiver. Il y a eu des activités de ski de fond, mais j'avoue que l'automne et l'été sont plus populaires au niveau de la motivation pour les jeunes adultes. Je vais vous présenter je vais passer la main à Frédéric, qui va en 5 minutes vous présenter le cirque social. On pourrait passer 1h30 à en parler, mais là on est très serré dans le temps, donc on fait ça de façon plus concise. Vas-y Fred, à toi. Et voilà, merci Estelle. Et pour ceux qui me connaissent, c'est tout un défi, 5 minutes, mais allons-y. Donc, c'est une intervention qui a été développée il y a une dizaine d'années. C'était dans le cadre de projet de recherche au départ avec le soutien de Michel Blot, que je salue, que je vois dans l'équipe là présentement. C'était un sous-programme, la Teva sous le PRT. Puis on a développé cette approche-là pour essayer de trouver une nouvelle façon d'accueillir les gens, mais surtout de répondre aux recommandations là, des différents guidelines. Je pense à Ken Child, Kinsnor, tous les grands auteurs, là, les références qu'on a aussi, et sûrement certaines de vos références aussi. Donc, de vraiment travailler dans la communauté, dans une mouvance un peu de réadaptation sociale. Donc, c'est des ateliers qui se déroulent sur une année scolaire. C'est 50 ateliers du mois d'octobre au mois de mai.
il y a vraiment des... Alors, on a été allé chercher l'approche de base du Cirque social, qui est une approche de outreach pour les jeunes de la rue en toxicomanie du Cirque du Soleil, le volet humanitaire citoyen à l'époque. Et ça se trouvait qu'en 2010-11, on avait accès à leur programme écrit. On s'est basé là-dessus pour l'explorer. Et depuis, on l'a intégré dans la pratique et on l'a amélioré avec tout l'input interdisciplinaire là, de notre équipe qui a été présenté initialement. Donc, c'est ça, c'est 150 heures d'intervention où les mercredis matins, comme un job, on se rend dans le milieu de la communauté, un lieu dédié aux arts du cirque, la caserne 1830 ici à Montréal, dans Hochelaga. Et c'est 3 heures d'atelier, 2 artistes et 2 intervenants cliniques. On est dans les arts du cirque plus traditionnels, le mouvement physique, vraiment l'exploration physique, les arts du cirque. Et il y a toujours, bien sûr, un rituel avec toujours des arrivées, des pauses informelles et des objectifs personnalisés qui sont travaillés dans les objectifs plus globaux de l'approche en cirque et bien sûr, les objectifs de réadaptation basés sur les habitudes de vie, life skills, tout ce qui touche la communication, les relations interpersonnelles, la communication, les déplacements et la vie communautaire. Donc, les mercredis matins, c'est comme un job, les écoles, les jeunes sortent et on fait l'intervention là. Et les vendredis soirs, qui se veut en soirée, donc comme une activité de loisir à 18-20 ans, on est dans la communauté, on est en groupe, on fait partie d'un groupe. Et là, on est plus dans l'art d'expression, si vous voulez. On est plus aussi dans la danse, le mouvement, les échanges. On invite des gens à venir nous rencontrer. Ça peut être des personnes ressources de la communauté, d'autres jeunes qui sont rendus plus loin. On s'adapte toujours aussi au contexte et à la clientèle qui est plus présente à ce moment-là. Donc, tout ça, on apprend à se connaître pendant l'automne. On apprend à développer des habiletés sociales de base, la ponctualité, des compétences de base prévocationnelles pour le travail et comprendre tout à travers l'année les subtilités relationnelles, communicationnelles, hiérarchiques. Parce que quand on arrive en janvier jusqu'en mai, bien là, on a un projet commun où on se travaille de concert ensemble dans la préparation d'un projet, un spectacle, qui se veut pas l'objectif, on s'entend, c'est les 150 heures avant dans tout ce qu'on peut faire vivre et comment on peut aider à faire grandir ces jeunes-là dans toute leur sphère personnelle et prévocationnelle et sociale pour arriver à un spectacle où là, c'est un surpassement, une transcendance qui permet devant le public un changement de vision de la part du public, mais aussi des parents. Ils n'ont souvent pas vu tout ce qui se passait, qui se tramait, puis ils ne sont pas tout le temps au courant de toutes les activités qui se passent et les objectifs travaillés. Souvent, le jeune, pour une fois, il fait partie d'un groupe, il fait partie d'une gang et il a sa propre vie, ce qui souvent alimente beaucoup les interventions en suivi individuel, que ce soit en psychologie, psychoéducation et autres. Soudainement, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et surtout, le développement de relations qu'on espère maintenir et à travers, bien sûr, une page Facebook qui est un outil d'intervention. Donc, dès 2011, on utilisait les médias sociaux et à travers ça, on apprend bien sûr à toutes comme je disais, les vendredis, là, il y a les rencontres, c'est plus de l'expression, de la danse, du mouvement, des échanges, mais il y a toujours des périodes de discussion et des thématiques éducatives qu'on a vraiment développées au cours des années qui touchent soit le budget, la sécurité sur le Facebook, les sorties, les relations, comprendre les subtilités relationnelles, ce qu'on trouve dans les médias sociaux. Bref, on appelle ça plus des éducatifs, même la sexualité, le consentement, comment cruiser. Alors, on les amène comme ça même à sortir dans un bar et on peut comprendre sortir dans un restaurant, mais toujours avec un volet très clinique, en ce sens que tu prends une médication, bien, autonomise-toi pour aller chercher l'information par rapport à ta médication, par rapport au budget, des stratégies de tous les jours que nous, on peut utiliser pour se permettre de vivre davantage une sortie du loisir, de socialiser, même si on n'a pas d'argent, ou certaines contraintes là, physiques, santé, économiques. Alors voilà, c'est comme ça qu'on amène ces jeunes-là à passer ces 150 heures-là et à présenter leur spectacle et aussi à apprendre à communiquer, comme je dis, à travers les médias sociaux et les différentes activités que l'on fait. Puis ça va bien depuis ce temps-là et on pourra parler de mesures peut-être plus tard, mais j'arrive à 5 secondes. Voilà en gros notre belle aventure en cirque social qui dure depuis maintenant près de 10 ans. Parfait. Merci beaucoup, Fred. Le petit dernier, le groupe cuisine, c'est un groupe court de 6 semaines qui a vraiment été développé pour avoir des règles en fait, dédramatiser le fait de faire à manger parce qu'il y avait beaucoup de jeunes adultes qui voulaient partir en appartement mais qui n'avaient jamais fait la cuisine ou qui avaient peur d'utiliser le four ou le rond. Donc, c'est vraiment des recettes
de base en cuisine qu'on réalise. On a fait un premier groupe virtuel et présentiel et maintenant on a la chance de pouvoir accueillir 6 participants, mais on voit les règles d'hygiène de base, les règles de sécurité de base. On commence par des recettes simples avec le micro-ondes, ensuite on passe au four, puis on fait des repas plus complexes avec de la viande et un accompagnement, et on utilise le rond, enfin les plaques de cuisson. Donc, c'est un groupe qui est très apprécié puis qui peut se donner plusieurs fois par année parce que c'est un petit groupe. Et c'est suivi après d'un moment de dégustation quand c'est permis. Sinon, ça fait des lunchs pour la maison. Mais c'est un groupe qui est apprécié tant par les participants que par les intervenants qui, des fois, dégustent ce qui a été préparé. Donc, c'est un groupe qui fonctionne bien. Puis, le stage de réadaptation, c'est vraiment quelque chose qui a été développé aussi pendant la pandémie, mais qui est un stage qui permet de faire des observations en direct. Donc, un jeune adulte qui veut qui est sur le marché de l'emploi, puis ça fonctionne pas, il n'arrive pas à maintenir son emploi, on comprend pas vraiment pourquoi, mais on le met en situation puis réelle à la Matériathèque, qui est le lieu où tous les jeux pour les intervenants pédiatriques sont entreposés. Donc, il y a des tâches pour nos jeunes adultes de lavage, de classement, de rangement. Ils utilisent aussi le lave-vaisselle et la sécheuse. Et puis, ça nous permet de voir comment ils s'organisent, où sont leurs difficultés, puis on peut les adapter en fait en fonction des objectifs de chaque jeune. Il sert aussi parfois de milieu naturel pour faire des évaluations de capacité de travail. Donc, c'est quelque chose qui est durable dans la durée et l'intensité. Donc, ça peut être par exemple 3-4 fois ou ça peut être plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc, ça varie vraiment en fonction des besoins du client. Je continue. Je vais passer, on a une vidéo de témoignage, mais je veux vraiment vous passer le contenu avant de... Puis au pire, on vous enverra la vidéo par la suite. Mais nos critères d'admission, comme on disait, c'est la motivation à recevoir les services de réadaptation. Ensuite, on regarde un potentiel d'employabilité ou de bénévolat. Ça, c'est pour faire la distinction avec de l'occupationnel qui est peut-être plus visé par un certain type de clientèle plus hypothéquée ou en DITSA ou avec une déficience motrice vraiment très sévère. On souhaite une stabilité médicale tant au point physique que mental. Et pour la clientèle justement à mobilité réduite, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une autonomie au niveau de l'alimentation et l'élimination. Et s'il n'y a pas cette autonomie-là, qu'ils aient les stratégies compensatoires nécessaires parce qu'on n'a pas de préposé aux bénéficiaires avec nous dans l'équipe. Au tout début de la présentation, je vous parlais du filet de sécurité. C'est en fait nos partenaires, c'est la clé de la réussite de la transition. Ça, je pense que ça fait beaucoup l'objet de recherche et puis c'est vraiment quelque chose de très important. Puis, on est content de voir d'autres centres de réadaptation et puis les autres partenaires. Je pense que les services spécialisés de main-d'œuvre, les CEMO, les entreprises d'insertion, organismes communautaires, mais aussi la première ligne, la famille et puis le réseau scolaire sont vraiment nos alliés. Il y a des gros enjeux au niveau de l'accès par exemple, aux services en première ligne ou d'autres services dans le réseau de la santé. Ça, l'arrimage avec la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire puis qui est pas facile. Il y a encore quelques grains dans l'engrenage qu'il va falloir sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Voilà, c'est tous mes collègues. Il manque Julie. Je ne sais pas pourquoi. Sur mon autre écran, je vois Julie, mais donc Frédéric, vous avez entendu, Caroline et Eve que vous allez voir, Rosalie qui a eu un empêchement, puis Franck qui est en sabbatique et Julie Desrosiers qui est notre CO à temps plein. Donc 2 psychoaides, une travailleuse sociale, un TES, un ergo
C'est ce qui constitue notre équipe pour le moment. Il y a deux façons en fait de faire des références à notre programme. Hein. On travaille beaucoup avec les services scolaires pour avoir une trajectoire plus systématique des ados et jeunes adultes qui ont une déficience du langage, une déficience motrice ou une déficience auditive. Ils complètent des tableaux 1 à 2 fois par année qu'ils envoient au CIUS d'appartenance de l'élève. Ensuite, les guichets envoient ces demandes à notre guichet du CIUS Centre-Sud et ensuite, il y a un tri qui est fait, puis je me déplace ou un intervenant de l'équipe se déplace dans les écoles pour participer au plan de transition TEVA. Donc, la deuxième année avant de terminer ou la dernière année de l'école, on arrive et puis on valide avec l'élève et sa famille s'il y a des besoins auxquels on peut répondre dans notre équipe et puis s'il a des besoins de réadaptation ou s'il y a besoin d'aller chercher des services, par exemple, en première ligne avant d'arriver chez nous. Puis ensuite, les autres partenaires, eux, peuvent faire une demande de service qu'on trouve sur la page web directement à notre guichet d'accès, puis pour avoir accès à nos services. Donc, je vais le passer brièvement, mais on a une page web sur laquelle vous trouvez l'entièreté de la capsule vidéo et aussi les demandes de services se retrouvent là pour les partenaires et puis les parents. Puis, ça ferait le tour pour aujourd'hui. Mes coordonnées, vous les avez là. Je pourrais aussi vous faire suivre le PDF de la formation si vous avez besoin. Puis, je suis disponible pour les questions après. Je n'ai pas d'idée du temps, mais j'imagine que le témoignage, on pourrait le faire suivre, à moins qu'il y ait encore du temps là. Non, le temps est écoulé, Estelle. Parfait. Donc, on va pouvoir le partager. Parfait, ça me va. Merci beaucoup pour votre superbe présentation. Vous avez des super belles idées, innovations. Avez-vous des questions pour l'équipe TEVA du CIUS Centre-Sud? Je vais regarder dans le chat. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est à toi, Chantal. Il y avait Frédéric qui avait levé la main. Frédéric, est-ce que c'était un ajout, commentaire? Oui, très rapidement, pour rejoindre à Patricia, pour ceux qui le désirent, on a une brochure PDF là, qui résume un peu l'histoire et un peu plus des composantes, là, aussi de belles images des jeunes, le site social. Donc, ça sera disponible pour vous. Merci. On va pouvoir mettre tout ça sur le site de l'URDPM. Je le partagerai ensuite à l'interne au CCOMTL pour que tout le monde ait l'information au même endroit. Alors, comme disait Patricia, c'est une première étape parmi deux autres, en fait, et aussi c'est un début d'échange de connaissances et d'expertise. Pour le reste du temps, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est s'il y a des questions, que ce soit à nos panélistes aujourd'hui, Estelle qui présentait, Frédéric aussi, ou sinon à nos chercheurs qui ont présenté brièvement leur expertise. Si vous avez des questionnements en termes de, dans ce cas-ci, c'est TEVA, là, on voit, vous essayez d'appliquer le modèle là, ministériel du TEVA. Nous, au Centre-Ouest, on est... c'est pas nécessairement un TEVA classique, on a différentes formes. Donc, je ne sais pas, je vois qu'il y a une... si vous avez des questions, sinon, j'ai une liste de questions à poser à vous, intervenants, mais sinon aux chercheurs. Je vois ici dans le chat de Mounir, est-ce que la référence est pour le guichet DITSA-DP? Donc, vous parliez que je pense que tu fais référence ici, Mounir, au profil que montaient les commissions scolaires qui soumettaient au guichet. Est-ce que c'est ça les besoins? En fait, la porte d'entrée, c'est le guichet réadapte finalement. C'est ça, oui, il y a... en fait, les écoles passent par les guichets, par ce gros tableau, puis le guichet d'accès, oui.
les écoles. Sinon, si c'est des références, par exemple, de la première ligne ou d'un organisme communautaire ou d'un CEMO, c'est la demande de service classique qui va fonctionner. Mais pour les écoles, c'est vraiment les guichets de chacun des territoires qui va fonctionner. Ça va arriver jusqu'à nous après. C'est compliqué, mais ce sera plus clair l'année prochaine, je pense. Mais oui, ça passe par les guichets. Merci. Peut-être pour partir le bal des échanges, Estelle et Frédéric, je vous demanderais est-ce qu'il y a certains enjeux, questionnements auxquels vous faites face qui peut-être demanderaient une intervention de Sabrina ou Aline et Stéphano? Est-ce qu'il y a des questionnements que vous avez, des blocages ou des incertitudes dans votre processus qui demanderaient peut-être quelques éclairages? J'avais une petite question, mais c'est plus une question générale, je pense peut-être pour en lien avec les parents. Parce que là, je me demandais, au niveau du soutien des parents, vous avez mentionné que les parents étaient, au niveau du cercle social, on les invitait à, bien sûr, voir ce que leurs jeunes avaient accompli et tout ça, mais est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce qu'il y a des services de soutien pour les parents, des groupes de soutien? Ça, je vais peut-être laisser les intervenantes psychosociales peut-être vous répondre, ou Frédéric. Tout ce qui est support, c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait, le client et le jeune adulte, mais on travaille aussi avec la famille pour couper le cordon, pour permettre au jeune adulte de prendre sa place en tant qu'adulte, justement. Je ne sais pas si les filles, vous voulez rajouter quelque chose. Bonjour. En fait, ça dépend vraiment des objectifs. Il y a certains jeunes qu'on ne voit pas vraiment les parents parce qu'ils ne veulent pas, puis c'est leur droit aussi, étant donné leur âge. Mais parfois, on n'a pas le choix. C'est vraiment un partenaire, puis on l'explique aussi aux jeunes. Puis habituellement, ça va très bien, là, donc ça dépend vraiment des objectifs. Que ce soit pour le cirque ou tous les autres types d'interventions, parce que le cirque, c'est une modalité dans toute notre offre de services. Donc, on fonctionne de la même manière, peu importe la modalité. Donc, oui, pour le cirque, pour le plein air, pour le groupe cuisine et pour l'individuel. On n'a pas comme tel de groupe d'intervention de soutien de parents. Au cirque, avant la pandémie, on avait instauré qu'on invitait le premier soir les parents. Puis on avait toujours, pendant que les jeunes, après ça, partaient pour débuter la séance et l'atelier avec des effets wow, on gardait les parents ensemble. Puis on avait pris l'habitude d'avoir, on va le refaire, là, on l'espère cet automne, ça avait bien fonctionné, de garder avec nous une diade, un parent et un jeune qui a passé à travers le processus et qui peuvent témoigner. Et on se rendrait compte que ça, c'était quand même très gagnant pour ces parents inquiets, ces parents un peu surprotecteurs ou de mieux comprendre leur rôle finalement dans l'intervention que l'on propose, qu'on débute, soit le cirque social. Ça, pour le cirque, on le fait. Sinon, comme mes collègues disent souvent, on va intégrer le parent dans quelques rencontres tout au long de nos interventions ou dans les plans d'intervention pour qu'ils comprennent les visées puis qu'ils deviennent des partenaires et non des obstacles. Juliane ou Isabelle, est-ce que vous aimeriez parler du groupe parent que vous avez vu émerger dans votre programmation, parce que c'est un besoin qui avait été exprimé là, assez tôt dans la transition? Oui, justement. Moi, c'est Juliane, je suis la coordonnatrice du programme Transition à Mackay. J'allais poser la question à Estelle et Frédéric pour voir s'il y avait les parents qui exprimaient le besoin d'être inclus ou d'être informés de ce qui se passait pour mieux aider les jeunes à la maison. Alors, ce qu'on a fait avec notre travailleuse sociale, on avait comme deux types de support pour les parents. Un, c'était un groupe de parents par notre travailleuse sociale, puis elle adressait les besoins qui ont été mentionnés par les parents au début du groupe. Ça pouvait être
connaître les ressources dans la communauté, avoir un espace pour partager les sentiments, les émotions. Fait que c'était vraiment basé sur les besoins des parents. Puis l'autre côté, avec nos groupes de jeunes, c'est sûr, avec le consentement du jeune, si le jeune était correct avec la participation du parent, mais on avait une rencontre au début du groupe et aussi à mi-terme, juste pour donner un petit update aux parents de ce qu'on travaillait, les objectifs qu'on allait viser et puis comment ils pouvaient aider les jeunes à la maison en dehors du groupe. Et on a essayé dernièrement un petit newsletter par courriel de temps en temps pour donner un suivi sur ce que les jeunes faisaient aussi. Le feedback qu'on a eu, ça fonctionnait bien. Les parents étaient contents d'être inclus, de savoir ce que les jeunes travaillaient dans les groupes. Fait que pour l'instant, on va continuer à faire ça avec nos groupes. Je pose la question à Estelle, puis Frédéric et les autres. Est-ce que vous avez des parents qui veulent vraiment être informés puis participer? Ben, cette préoccupation-là est pas revenue, je pense, jusqu'à mes oreilles de façon globale. Je pense c'est pas quelque chose qui est ressorti de notre côté, cette volonté d'avoir une place privilégiée pour uniquement les parents. Et je pense que ça se fait vraiment au cas par cas par les intervenants en individuel. Il y a des questions dans le chat. Avant, je peux juste inviter Aline à intervenir. Comme tu travailles beaucoup avec les parents, est-ce que tu as vu dans tes lectures ou dans des projets que tu as fait des formes d'intervention pour engager le parent, ou si peut-être il n'y a pas de pertinence d'engager le parent? Mais c'est comment tu vois ça? Mais je pense que selon la littérature, on voit qu'il y a quand même des enjeux je pense que ça a été énoncé aussi tout à l'heure, des enjeux de push and pull, donc le besoin des parents à être impliqués ou au moins se sentir que leur enfant est en sécurité, puis, et de se sentir qu'ils peuvent offrir le soutien nécessaire à leur enfant. Et puis de l'autre côté, est-ce qu'on donne assez la parole aux enfants, aux jeunes, à s'actualiser de la manière qu'ils peuvent. Et puis ces tensions sont discutées dans la littérature, mais ce qu'on recherche maintenant, c'est quelles interventions pourront privilégier aussi le soutien des deux côtés, le soutien de l'enfant, du jeune, à exprimer ses désirs et puis s'actualiser, et puis le besoin du parent à être soutenu adéquatement, puis se sentir bien à lâcher prise, comme on dit, mais dans toute la complexité aussi de la condition de l'enfant. Donc, ce n'est pas des questions faciles à répondre parce qu'il y a le niveau de complexité aussi de la condition parfois qui joue dans tout ça. Il n'y a pas des lignes directives claires et universelles, mais plutôt des lignes directives qui nous disent qu'il faut regarder quand même les particularités, mais aussi garder l'ensemble de ces deux enjeux en tête. Not helpful, but c'est ça. Estelle, tu as mentionné certains enjeux avec les partenaires et on voit dans le chat des questions par rapport à ces collaborations-là. Entre autres, la rencontre scolaire une fois par année est suffisant pour vraiment faire la passation de ce soutien, de l'encadrement du jeune. Comment, oui, c'est ça, oui, c'est un des gros enjeux en ce moment au niveau de la TEVA. Hein, il y a une réelle volonté à ce que tous les
les élèves avec des déficiences puissent avoir accès à une TEVA. Il y a des enjeux au niveau des politiques, au niveau de la scolaire, qui fait que ce n'est pas implanté dans toutes les écoles encore, ça dépend un peu des directions, mais habituellement, en tout cas pour dans les discussions qu'il y a dans ces tables-là, il y a habituellement 2 rencontres par année de plan d'intervention TEVA, c'est-à-dire une première. Et puis ça, c'est dans les TEVA 3, 2, 1. Donc on y va de reculons. La TEVA 1, c'est une année avant de quitter l'école. Donc normalement, c'est 2 fois par année pendant 3 ans. Il y a des rencontres qui se font dans les écoles. Et nous, on se déplace pour les TEVA 2 et 1. Donc on peut se voir plusieurs fois. Mais ça, c'est vraiment une volonté de l'école et il y a un plan d'intervention qui travaille vraiment des objectifs très spécifiques. Et puis, on est invité à voir si on peut intervenir pour aider ce plan d'intervention et travailler en parallèle. Donc ça, idéalement, c'est fait 2 fois par semaine, 2 fois par année, mais souvent, ça fait 1 fois par année, j'avoue, par manque de participants, puis d'agents de liaison et tout ça. Mais il y a d'autres choses qui sont faites également, des présentations auprès des professeurs de nos services, des présentations auprès des élèves aussi, pour qu'ils entendent parler de nous. Les 2 dernières années, ça ne s'est pas vraiment fait à cause des normes, mais des directives en lien avec la COVID, mais il y avait aussi des portes ouvertes qui se faisaient où les centres de réadaptation pouvaient être invités justement pour que les parents puissent poser des questions, savoir qui on est. Puis on sait surtout avec la clientèle avec un trouble de langage qu'il faut qu'ils aient l'information plusieurs fois. Donc, ça se peut qu'ils aient plusieurs fois la présentation dans les classes. Leurs professeurs, on commence à former les intervenants, les professeurs de plus en plus quand il y a une belle collaboration avec les écoles. Puis ça, depuis 2 ans, Catherine et moi, on est présente aux tables et aux rencontres de trajectoire entre les différents partenaires. Puis c'est quelque chose il y a une volonté en tout cas que ça soit fait de façon plus systématique. Mais c'est sûr que d'inviter le centre de réadaptation, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais il faut que les écoles connaissent et une vraie envie de faire la TEVA. Puis nous, j'imagine que transition, c'est un peu comme ça aussi, mais il faut aussi que nous, on soit connus des milieux scolaires. Et puis ça, c'est un enjeu, je dirais que ça fait 2 ans qu'on met beaucoup d'énergie au niveau de la communication pour faire connaître nos services. Puis quand on avait fait un 5 à 7 à Macaï, au tout début, j'étais même pas encore coordonnatrice, c'était déjà un des enjeux qu'on avait, c'était le recrutement de la clientèle. Puis que ça soit transition, nous, c'était déjà là. Donc, nous, on a pris le virage centre scolaire. C'est pour ça aussi qu'avant, on commençait à 18 ans, on a devancé à 16 ans pour justement être là peut-être une année, des fois 2 avant. Puis, il y a beaucoup de finissants, il y a quelques finissants qui sont au cirque social. Donc, l'intervention du cirque social se fait en même temps que la dernière année de scolarité. Ça arrive aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Puis là où on a d'autres enjeux, là, c'est vraiment l'arrimage avec la première ligne. En tant que centre de réadaptation, on a besoin de la première ligne. Puis ça, c'est un enjeu propre, j'imagine, au CIUS, mais même au sein de notre propre CIUS, c'est difficile d'avoir accès à des services rapidement quand on en a besoin. Et puis se faire connaître aussi de nos partenaires. Ça, c'est un autre enjeu qu'on a. Puis sur lequel il faut qu'on travaille. Les CEMO, les organismes communautaires, au fur et à mesure, on commence à les connaître et puis on les forme aussi sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, tout ce qui est l'étape, AIM Croix, même au Québec, on travaille ensemble et puis on se fait des références mutuelles. Mais ça, c'est vraiment un enjeu qu'on a. J'ai vu une petite main qui est partie. Oui, c'est ça. Il y a des mains qui sont apparues et disparues. Je vais revenir. Frédéric?
ce que je voulais dire aussi comme à titre de clinicien, comme enjeu, des fois, c'est que nos jeunes arrivent, mais souvent, il n'y a pas eu de bilan au niveau peut-être fonctionnement intellectuel, à savoir, puis souvent, ça devient frontière, puis la plupart de nos jeunes, dans tous les programmes, puis c'est le beau défi que nous avons à la TEVA, c'est la complexité des diagnostics. C'est rare qu'ils ont qu'une déficience motrice, on parle de troubles développementaux, souvent frontière avec nos différents silos dans notre ministère de la Santé, c'est-à-dire santé mentale, souvent qui pop avec la transition qui est difficile pour tout le monde, mais encore plus pour un jeune qui commence à se percevoir différent ou qui commence à prendre du retard par rapport à sa fratrie ou son voisinage, son entourage. Fait qu'il y a une réaction qui est là chez lui d'accepter puis de comprendre ou d'avoir une perception de soi réaliste. Mais donc, souvent, on n'a pas l'évaluation finale ou de bilan parce que ça a été fait en bas âge, je parle en neuropsychologie, par exemple, puis le fonctionnement, veut pas, c'est développemental. Il y a une maturation qui se crée, puis il n'est peut-être pas au même niveau, peut-être qu'il n'était pas DI nécessairement, puis malheureusement, ça demeure un enjeu depuis 12 ans qu'on fait de la TEVA, on le voit. C'est pourquoi on est souvent pris dans les diagnostics, alors que le fonctionnement fonctionnel ou les capacités fonctionnelles au quotidien, parfois de nos jeunes est très DI, mais parce qu'il n'y a pas eu le fameux, pour différentes raisons, les parents n'étaient pas prêts de recevoir le diagnostic ou de pousser d'avant une évaluation. Mais là, nous, on se retrouve à 18-25 ans où là, il est tard, on n'a pas toutes les données. Et si nous avions une évaluation plus récente, entre autres du fonctionnement intellectuel, ou TSA ou autre, bien, ça pourrait vraiment aider les partenaires puis les passerelles à mettre rapidement pour des suivis à moyen et long terme. Je pense en intégration d'emploi, l'accès au logement supervisé et les différents types d'accompagnement dans le quotidien. Puis c'est là que moi, je parle mon cri du cœur en tant que clinicien, peut-être qui commence à être fatigué par la compassion puis le désir de les aider puis de tous les sauver. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve intervenant en réadaptation à défricher. J'appelle ça un peu l'arche de Noé. Hein, on les reçoit. Il y a tellement de besoins. Des fois, ils sont déjà en appartement, sont tout seuls depuis 3 mois, mais rien ne va plus. La cabane est en feu. Bref, je donne un peu d'extrême, mais c'est quand même une réalité pour les cliniciens de souvent de ne pas avoir le portrait, le profil réévalué, récent de la personne. Et là, on doit trouver tous ces moyens-là pour les évaluer, puis là, trouver les bons diagnostics pour nous permettre de cogner aux bonnes portes pour des suivis à moyen long terme. Fait que ça, c'est un défi, souvent, en tout cas, qu'on vit beaucoup. Puis nous, on met beaucoup de temps, je trouve, comme clinicien, pour ouvrir des portes, cogner des portes, puis en même temps, le beau défi de réinventer des vies puis des parcours. Frédéric. Juliane, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste ajouter, appuyer et valider les enjeux que Estelle vient d'exprimer parce que nous, on vit toujours les mêmes enjeux. On s'est parlé, moi et Estelle, ça fait peut-être quelques mois, puis on a partagé ce qu'on vivait, les difficultés à établir les liens avec les écoles, les commissions scolaires pour être capable d'intervenir au niveau du fonctionnement pour les jeunes. Fait que, je pense que c'est génial qu'on se rende compte tous comme ça de même, puis peut-être être capable de commencer et répondre à des questions qu'on a et les enjeux qu'on vit tout pareillement. Stéphano, tu voulais intervenir? Est-ce qu'Estelle voulait réagir à ça directement? Ben, j'allais rebondir sur, il y avait ça, puis je voulais rebondir sur la motivation des jeunes adultes, puis qui faisait aussi un lien, mais vas-y. Non, mais parce que je pense que je vais être un peu là et un peu pas, mais vas-y toi, après je prends après toi. Ok, parfait. Oui, c'est ça. Donc, il y a cet enjeu-là, puis il y a aussi, j'ai parlé dans la présentation de la motivation, puis c'est intéressant que la place des parents, on l'a évoqué aussi, mais des fois, les parents et les professeurs veulent beaucoup, mais le jeune adulte, il n'est pas tant motivé que ça. Puis ça, c'est quelque chose qui nous questionne. Est-ce qu'il ne veut plus revenir en réadaptation parce qu'il en a déjà fait plein avant? Est-ce qu'on n'est pas, j'allais dire sexy, mais est-ce qu'on n'est pas assez attirant pour
pour le jeune adulte, est-ce qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des défis? Est-ce qu'il ne veut pas travailler là-dessus parce qu'il toute sa jeune vie, il en a travaillé, il a travaillé sur ces défis? Ça, c'est une question qui revient. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on pensait aux jeux vidéo, de trouver comme quelque chose d'accrocheur. Souvent, il y a le permis qui les accroche, il y a le départ en appartement qui les accroche. Mais on se disait... il y a beaucoup de... C'est une réalité, les réseaux sociaux, les jeux, c'est quelque chose qui pourrait peut-être... on pourrait avoir une petite carotte ou quelque chose d'un peu attractif pour travailler la communication parce qu'on a quand même beaucoup de déficience du langage chez nous. Puis aussi travailler tout ce qui est interaction sociale. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille énormément. Puis, donc c'est ça, c'était juste pour ramener ce point-là. Mais je te laisse la parole, Stéphane. Oui, merci. Oui, ça met la table. Non, en fait, moi, je voulais revenir sur certains aspects. Effectivement, la motivation, l'autodétermination, c'est à quel point c'est à qui c'est à décider qu'est-ce que les adolescents et jeunes adultes ont besoin par rapport à ce qu'eux, ils souhaitent être dans la société. Puis ça, c'est une question philosophique. Je travaille en pragmatique et c'est une question qui est en train d'émerger. Pendant longtemps, c'était on intervient sur la pragmatique, puis maintenant, c'est peut-être pas. Peut-être c'est travailler aussi sur la société à accepter les pragmatiques diverses et les diversités de comportements pragmatiques. Ça, c'est une autre question. Mais il y a aussi la question pour les jeunes de se connaître. C'est quelque chose que souvent on retrouve dans la littérature et dans quelques recherches. C'est que ce n'est pas le bilan final, le diagnostic que Frédéric nous met tantôt. Souvent, les adolescents ne se connaissent pas non plus. Ils ne savent pas c'est quoi leur force et leur faiblesse. Et donc, c'est plus difficile de savoir pourquoi que je vais chercher quelque chose si je ne sais pas que je n'ai besoin. Alors, j'ai découvert que j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à me calmer quand j'ai découvert d'être anxieux, personnellement. Mais avant, je ne comprenais pas. Je pensais que j'avais mal au ventre. Non, j'étais anxieux. Ça s'appelle comme ça, mais je ne le savais pas. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai pu faire quelque chose pour l'anxiété, mais avant, je ne le savais pas. Et donc... il y a ça, et aussi dans l'évolution du langage et la question de la DI de tantôt, il y a un aspect qui est la compréhension du langage qu'on a tendance à évaluer avec des mots quand ils sont très petits, de combien de mots tu comprends, et avec quelques actions, puis les tâches restent un peu les mêmes pour les plus vieux, mais le défi a changé. Qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre? La compréhension du non littéral, de tout ce qui n'est pas dit, des instructions qui ne sont pas dites, mais toutes les choses qu'il faut faire quand je ne te le dis pas, ou que je te dis son contraire parce que je suis sarcastique. Et tous ces aspects-là qui sont extrêmement compliqués pour les personnes qui ont un trouble développemental du langage peuvent donner parfois l'impression que la personne ne suit pas ou qu'il ne comprend pas. Et à mon avis, à l'adolescence, jeune adulte, il y a des bouts où que la compréhension du langage et les compétences de processing intellectuel commencent à être un peu mélangées et il est difficile aussi de les partager parce que je ne suis pas certain qu'on ait les instruments qui nous permettent de faire ça, en fait, aussi. Et donc, il y a un peu ça. Quelle est la part de la compréhension de la communication et quelle est la part de l'ADI, quelle est la part de tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des diagnostics qui sont complexes parce qu'ils marchaient bien à 5-6 ans, il marche encore assez bien à 12 ans, mais plus on va vers le jeune adulte, moins on a mis d'efforts, moins on connaît, moins on a d'instruments qui sont précis et qui sont fonctionnels à la tâche. C'est-à-dire que la majorité des instruments qu'on a visent à poser un diagnostic et pas forcément à comprendre les besoins des personnes. Et plus on s'en va à l'adolescence, est-ce que le but est encore d'avoir un diagnostic plutôt qu'un autre ou de savoir les forces et les faiblesses des êtres humains et comment les aider? Et je ne suis pas sûr que les instruments qu'on développe, ça fasse ça, en fait. Je pense qu'on reste dans l'optique de ça, c'est un bon instrument si il a un pouvoir diagnostique, une bonne sélectivité, une bonne spécificité. Puis je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, mais peut-être que avec ces jeunes adultes-ci, la question est un peu différente et donc ça permet ça revient un peu à l'idée de se comprendre, de se connaître et de connaître, de comprendre tout ça. Et dans tout ça, oui, je suis d'accord avec toi, le jeu vidéo, ça pourrait être intéressant. Et la question que j'avais pour vous, c'est, tu parlais du recrutement, est-ce que c'est aussi la question d'attrition ou c'est vraiment le recrutement initial? Est-ce que les gens viennent en masse et 2 jours après, il n'y a plus
personnes ou ceux qui viennent, c'était difficile de les trouver, mais ceux qui sont là, après, ils restent. Pardon. Oui, je pense que pour notre équipe, c'est plus de vouloir venir à nos services parce qu'après, il y a quelques personnes qu'on a du mal à rejoindre une fois, mais une fois qu'ils sont venus puis qui ont compris ce qu'on pouvait leur apporter, on n'a pas tant de besoin. Ils restent là et puis ils bénéficient de nos services. C'est moins un enjeu à ce moment-là. Oui. Dernière question pour le recrutement. J'avais des contacts personnels qui n'ont rien à voir avec ma recherche, avec des programmes similaires sur la rive sud. Et en fait, l'un des problèmes qu'ils avaient, c'était que le territoire desservi était tellement large qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord où faire le groupe. L'idée de se rencontrer à une station de métro et que tout le monde se rejoigne là, je trouve que ça dépasse un peu ce problème-là et je trouve ça vraiment passionnant parce que effectivement, l'une des questions qui semblait ressurgir souvent, c'était « Oui, mais c'est loin de chez nous, c'est pas à côté de mon école, il faut que je me déplace à centre d'adaptation, c'est hors trajet, tout ci, tout ça. » Mais c'est vrai que là, ça devient l'activité de se déplacer et c'est important. Hein. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est pas forcément possible sur la rive sud parce que le permis de conduire, ils l'ont pas encore. Et la séance pour le permis de conduire, ils peuvent pas y aller. Alors, ça peut être problématique parfois. Avant de passer la parole à Sabrina et Catherine, Stéphano, est-ce que tu voudrais partager un peu comment tu utilises les jeux vidéo comme moyen d'intervention? J'aimerais beaucoup, mais non, parce que j'y réfléchis encore. Et on démarre une réflexion justement avec Estelle et avec d'autres pour voir si certaines choses qui ont été appliquées chez des personnes aphasiques, par exemple, comme Eva Park ou d'autres projets pilotes, est-ce que ça pourrait être réinvesti? Et on a en ce moment un projet en réalité virtuelle qui rappelle un peu... Et on va voir. Mais c'est ça, l'une des questions, c'est qu'on ne sait pas trop comment que les gens qui ont par exemple des troubles de la communication vont communiquer en réalité virtuelle, vont communiquer dans les jeux vidéo. On sait que d'habitude, ils se sentent assez à l'aise. Et il y a quelques études précédentes, mais donc non, j'aimerais beaucoup vous le communiquer, mais en fait, je pense que je me cherche plus des amis pour réfléchir ensemble que de nous donner des réponses comme les questions tantôt de Virginie. J'aimerais tellement avoir les réponses, j'ai arrêté de répondre parce que je ne sais pas. Mais voici où que je suis, c'est en lisant ça, mais ça m'intéresse. Alors, s'il y a des amis qui sont motivés à réfléchir à ça, youpi! J'aimerais bien être une de ces amies-là, jeux vidéo, transition, ça combinerait de différents mondes dans lesquels j'ai œuvré. On s'en reparle un à un, Stéphano. Oui, Sabrina? moi aussi. Moi aussi, je fais les jeux vidéo et le VR. En fin de compte, moi, j'avais peut-être une question, puis plus une réflexion là, pour qu'on en discute, mais comme disait Estelle, une fois qu'ils ont vu la plus-value de participer au groupe, au programme, ils restent. Pour ceux qui ne sont pas vendus tout de suite, est-ce que vous dites qu'on les perd? Et si on les perd, est-ce que c'est une question de peut-être mieux évaluer leur readiness, entre guillemets, et quoi faire finalement pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts, mais pourraient l'être éventuellement? Encore là, comme je vous dis, c'est plus une question de réflexion. Je n'ai pas nécessairement de réponse, là, mais je voulais voir un peu, peut-être au niveau du processus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a justement des éléments qui sont déjà mis en place, qui fonctionnent peut-être ou qui pourraient fonctionner mieux? Je ne sais pas. Fait que voilà, une de mes questions, j'en ai une autre après, mais bref, j'aimerais vous entendre. En fait, Estelle, est-ce que je peux me permettre? Je suis Catherine Bordeaux, je suis la chef de programme en TEVA. Dans le fond, puis après, j'aurai une autre question, mais une autre réaction par rapport à ce que Stéphano nommait aussi. Mais pour répondre à Sabrina, en fait, on a décidé justement cette année de desservir les 16-25, justement pour pouvoir aller au plan de transition 1 an ou 2 ans avant qu'ils quittent le réseau scolaire. Donc, on peut aller les rencontrer. Des fois, l'équipe école nous mentionne ce jeune-là aurait besoin de vos services, tout ça. On ne sait pas trop s'il est prêt, mais ça nous permet déjà de faire un petit coucou puis d'expliquer nos services puis une première fois.
Puis ce jeune-là, ben, peut-être qu'il n'est pas prêt maintenant, mais peut-être que l'année d'après, ils vont nous mentionner que là, il est peut-être plus prêt. Puis ça va permettre aussi à l'équipe école de le préparer. Donc, le fait de devancer un peu, là, de commencer un petit peu plus tôt, ça nous permet de ne pas les échapper là, avant qu'ils quittent l'école, parce que ce qu'on s'était fait dire, c'est que souvent, et plus en développement, en trouble de développement, trouble développemental de langage, on dirait que je ne suis pas orthophoniste. Dans le fond, ces jeunes-là, il y en a beaucoup qui quittent à 18 ans. C'est ce qu'on s'est fait dire par les équipes écoles, tandis que dans les autres, avec les autres handicaps en surdité puis en moteur, il y en a plus qui restent jusqu'à 21 ou qui sont dans un cursus régulier ou tout ça. Fait que, donc, c'est plus ces jeunes-là qu'on est allé rechercher en débutant plus tôt. Fait que ça, c'est une piste de solution. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, mais au moins qu'ils connaissent nos services puis qu'ils sachent déjà qu'est-ce qu'il y en a. Puis le fait aussi que certains d'entre eux vont venir puis vont en parler aux autres jeunes de leur groupe, ça, je pense aussi que avoir l'approbation des pairs, puis on l'a vu, là, il y en a quand même quelques-uns qui sont venus parce qu'ils en avaient entendu parler par leur ami. Donc ça aussi, là, le lien avec les pairs là, peut aider. Là. Mais le fait de ne pas les prendre trop à la dernière minute, je pense que ça peut être aidant. Merci, Catherine. Sabrina, est-ce que tu poursuives avec d'autres questions, commentaires? Je ne sais pas si Juliane voulait rajouter quelque chose avant que je poursuive. Et Virginie aussi, je pense. Oui, juste pour répondre à ta première question, Sabrina, ce qu'on fait de notre côté, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui, pour une raison ou une autre, ils ne terminent pas un groupe ou ils sont plus intéressés. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est, regarde, on va vous garder ouvert pendant un petit bout, puis on te garde dans le loop pour les groupes qui s'en viennent, d'autres interventions, d'autres activités, pour juste les informer, parce que peut-être ils ne sont pas prêts là, mais dans 6 mois, dans 1 an, peut-être ils vont faire un petit peu de chemin et puis ils vont réaliser, ou comme Stéphane Audizo disait, ils vont se reconnaître ou trouver des difficultés ou identifier des besoins. Fait que moi, j'essaie de proposer qu'on va garder le dossier ouvert et puis on est là, on est disponible pour eux, mais on va les garder dans les loups par rapport au groupe puis les interventions qu'on a, juste pour, encore une fois, pour comme semer la graine pour si jamais il y a de quoi dans le futur. Est-ce que vous communiquez avec eux par suivi téléphonique? Est-ce qu'un groupe Facebook? C'est quoi finalement la façon de communiquer ces informations-là à ces jeunes? Oui, une de nos questions dans l'entrevue initiale, c'est quoi la meilleure façon de communiquer avec vous? Fait que pour que ça soit courriel, texto, appel, fait qu'on note ça et on essaie d'utiliser la modalité qui est mentionnée à ce point-là. On n'a pas de groupe Facebook, je dirais. On essaie d'en établir une, mais c'est difficile avec les politiques puis tout ça au niveau du réseau. Mais on aimerait faire ça ou quelque chose de même similaire à un moment donné. Ou Instagram, OK. Surtout pour les plus jeunes, là, parce que... parfait, merci Virginie. Là-dessus, parce que je pense à ma deuxième question. Vas-y. Merci, oui, Juliane. Donc, moi, je vais être l'ambassadrice du milieu de la DITSA parce que la réalité en DITSA, c'est que les belles démarches dont vous parlez, ça demande beaucoup, beaucoup de manpower. Ça veut dire que tu as des intervenants qui sont disponibles pour faire ça. Puis la réalité en DITSA, c'est qu'il y a un très gros volume d'usagers qui ont leur TVA 1, par exemple, juste cette année. Puis je me demande, c'est peut-être une question pour des collègues sur le terrain, mais aussi pour les chercheurs, justement, quand on n'a pas les ressources, le manpower, là, les intervenants pour aller faire toutes ces belles interventions-là de outreach, c'est quoi les outils, c'est quoi les techniques de communication, les trousses d'outils qui peuvent être communiqués aux partenaires pour être capable de bien communiquer son message, pour que les partenaires comprennent bien le rôle du partenaire, pour qu'il sache à quel moment il va pouvoir s'impliquer,
Puis comment à qui tu dois contacter. Moi, c'est toutes ces questions-là de quand on est une petite équipe, mais qu'on doit desservir énormément d'usagers. Une belle question de recherche, Virginie. Ça va être le prochain point de recherche. Un courriel! Mais oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas de réponse. Pareil. Aline. Non, j'avais la même réflexe. Quelle question de recherche et quel projet de recherche-intervention qu'on pourrait peut-être développer aussi? Qu'est-ce que tu envisages comme outil aussi? Y a-t-il déjà des idées qui commencent à... En fait, pour le CIUS Centre-Sud, ce qui va se faire en DITSA, c'est qu'il y a une communauté de pratique qui va débuter en septembre avec les intervenants. Puis, un des objectifs, c'est justement de parler peut-être d'une trousse d'outils. Est-ce qu'il est possible d'inviter les chercheurs? Peut-être qu'il y a des liens à faire. C'est sûr que ça serait une belle richesse d'avoir des chercheurs. Je vais... Je vais prendre nos noms, je vais noter. Parce que mais oui, c'est... Non, pardon, vas-y, Virginie. Non, c'est correct, vas-y. Non, j'allais partir sur autre chose, c'est que tu termines ta réflexion. En fait, c'est ça, c'est que je me demande au-delà de... C'est ça, parce que quand on fait des réflexions comme là, par exemple, on va s'asseoir en communauté de pratique avec des intervenants du milieu de la santé, puis, il va falloir qu'on ait les partenaires des écoles, puis tout ça, parce qu'on ne peut pas travailler sur un outil qui répond seulement à notre besoin, puis qui ne répond pas aux besoins du partenaire, parce que sinon, on travaille dans le vide. Fait que, moi, c'est toutes ces réflexions-là de comment est-ce que tu arrimes bien cette communication-là, puis tu es capable d'avoir quelque chose qui perdure dans le temps, puis qui perdure à travers les intervenants. Parce que la réalité, c'est que le roulement personnel, c'est la réalité dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, puis ça va continuer. Donc, comment est-ce qu'on peut... Il faut arrêter de dire il y a une personne experte, puis ça va être elle qui va faire ça, parce que la personne, elle bouge. C'est le meilleur exemple. J'étais à transition l'année dernière, puis maintenant, je suis rendue au Centre-Sud pour partir un équivalent de transition à l'école à la vie active, mais pour la DITSA. Donc, c'est ça. Sabrina, avant que tu poursuives, juste voir, Dana or Sadie, are you online? Are you connected? Yes, I'm connected. Okay, good. Sabrina, continue, and Sadie, I would return back to the question of motivation, and I'll come back to you after Sabrina's intervention. Sabrina? Oui, je suis là. In terms of motivation, c'est ça, je voulais faire un peu de pouce sur ce que disait Estelle. Là, on a pris bien des chemins. Là, mais on parlait des médias sociaux, de rendre ça plus sexy, etc. Est-ce que vous avez, j'allais dire exploité, c'est pas exactement ce que je voulais dire comme terme, mais le soutien des pairs, les interventions par le soutien des pairs, donc des jeunes qui ont passé par le processus de transition pour qu'eux puissent mentorer. Fait que c'est plus un programme de mentorat ou un offre de mentorat. On a vu que ça fonctionne très bien. Bon, on a fait ça auprès des jeunes avec une arthrite juvénile. Là, on est en train de développer justement un programme, c'est pour autre chose, c'est pour la promotion de l'activité physique auprès des jeunes avec une arthrite juvénile, mais sur Instagram. Puis c'est vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est le fait que c'est non seulement éducatif, informationnel, mais ça nous permet d'interagir avec les jeunes. On a aussi des champions, soi-disant, donc des mentors, qui vont pouvoir, qui eux aussi vont pouvoir offrir un certain soutien. Puis on l'a vu aussi avec un autre projet de recherche où c'était vraiment que ça, c'était des rencontres en virtuel avec un mentor, donc un père, un peu plus vieux, pas trop vieux bien sûr, mais qui a passé par les mêmes étapes de vie et qui a sûrement surmonté les différents obstacles ou des obstacles similaires. Donc les jeunes se sentaient très à l'aise. Oui. On parlait justement de crédibilité. Donc quelqu'un qui a passé par là, quelqu'un qui a peut-être des difficultés qui sont très similaires à celles qu'on vit, ben eux, c'est une personne qu'on peut dire crédible. On dit OK, oui, je vois ce que tu fais, tu me donnes un bon soutien. Puis là, il y aurait aussi une formation, bien sûr. Là, on lancerait pas non plus des jeunes
mentor sans formation, mais bref, c'est peut-être une avenue à explorer ou à justement un autre projet de recherche. Mais je vais voir peut-être si vous avez déjà ça en place. Mais c'est super intéressant de le pousser jusque-là parce que pour l'instant, la première fois où moi j'étais coordonnatrice, il y avait la première rencontre du cirque, il y avait des anciens des cohortes précédentes qui venaient présenter, qui venaient parler de leur expérience à la nouvelle cohorte. Le vidéo que je vous ai pas montré par manque de temps, c'est justement quelque chose qu'on a fait avec les communications pour c'est une partie témoignage et une partie, ça visait vraiment la présentation auprès d'autres élèves dans les écoles, de faire parler des jeunes adultes qui ont eu des services chez nous, puis de dire, la deuxième partie du vidéo, c'est si tu avais à convaincre ou parler de ce que toi, tu as vécu à Teva, qu'est-ce que tu dirais à d'autres élèves? Puis, il y a aussi tout ce qui, leur témoignage, parce qu'on se disait que les pairs, c'était quelque chose qui était attractif pour les futurs Teva, les futurs adultes qui viendraient. Et à chaque fois, puis là, les intervenants qui font des présentations dans les écoles vont me le dire, mais à chaque fois que j'ai participé à ce genre de présentation, quand on parle vidéo, il y a les yeux qui s'ouvrent, il y a les sourires qui se mettent sur les visages, c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Donc ça, oui, il y a quelque chose là qu'on a essayé de faire. Les groupes Facebook, c'est vraiment pour parler entre eux durant le groupe. Ensuite, je ne sais pas s'ils gardent contact via Facebook après. Il me semble que pour quelques-uns, oui. Mais ça, c'est des choses là, il y avait une ancienne qui est venue au spectacle de cette année. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites, mais vraiment de faire du vrai mentorat, de pairer, par exemple, quelqu'un avec quelqu'un d'autre, ça, c'est quelque chose je ne pense pas qu'on les fait. Je sais qu'il y a des ambassadeurs, des fois, qui venaient comme invités, puis raconter leur vie, ce que ça leur avait apporté. Mais pour le moment, ça s'arrête là. C'est sûr que pour communiquer avec eux, on fonctionne énormément avec les SMS, et puis là, Catherine, elle va réagir, mais on a un cellulaire pour le cirque, puis les intervenants l'utilisent, et puis il faudrait, pour des raisons de confidentialité, que chaque intervenant puisse avoir un téléphone cellulaire pour parler par texto avec les jeunes. C'est leur moyen principal de communication, mais ça soulève aussi pour le jeune qui n'a pas de sous puis qui n'a pas accès à un téléphone cellulaire. Lui, est-ce qu'on lui fournit un téléphone ou de toute façon, il faudra fonctionner un peu à l'ancienne? Puis ensuite, tout ce qui est... Quand on avait approché les communications pour mettre les vidéos sur YouTube, pour nourrir une page Instagram, là, il y avait des enjeux d'un point de vue communication qui étaient compliqués. Donc, Instagram, on a laissé de côté, mais je serais vraiment curieuse de savoir comment vous faites. Et puis, d'un point de vue éthique et puis de confidentialité, est-ce que c'est juste un groupe qui... Ça c'est des choses qui seraient intéressantes sur lesquelles j'aimerais discuter en tout cas, parce que c'est sûr que même Facebook, dans quelques années, ce sera plus in. Donc, il faudra se mettre à la page, faire des petites vidéos. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis après, il y a toute la question de est-ce qu'on peut aller chercher des anciens clients? Une fois que le dossier est fermé, à l'IRD par exemple, ou à Mackay, est-ce qu'on peut aller recruter des anciens qu'on trouverait de bons mentors? Je ne sais pas ce que vous en dites là, mes collègues, mais si j'ai bien résumé le truc. Il y a si vous me permettez. Il reste 8 minutes. J'allais dire, pour avoir travaillé dans l'intervention au cirque social, où on travaille un peu le mentorat, puis l'entraide, puis la perception de soi à travers les comportements, les attitudes des autres, depuis qu'on a fusionné, on a des beaux résultats, mais le défi, c'est que quand quelqu'un a une DM, je pense au projet avec l'arthrite juvénile qui est excellent, mais ces gens-là ont toutes leurs capacités souvent intellectuelles et communicationnelles.
Et quand on arrive avec des groupes hétérogènes, puis la même chose quand on repousse, on en discutera, les mesures d'évaluation, faire des entrevues, utiliser des questionnaires, bien, quand on est avec le groupe du langage, bien, on retombe dans une catégorie autre au niveau de ces différents engagements-là. Alors, c'est juste ça qu'il faut tenir compte, que tout ce qui est fait en DM, au niveau discussion de groupe, mentorat, etc., ça peut être très fort, mais l'enjeu ou le contexte est totalement différent. Je m'adapte encore avec la clientèle langage. Autant même dans les contextes familiaux, là, je ne vais pas trop ouvrir, mais souvent DM sont surprotégés, alors qu'en langage, ben, au niveau psychosocial, familial, les enjeux sont plus importants puis ont moins de soutien. Alors, c'est la déficience physique, il va falloir aussi penser aux deux. Parce qu'on a fait un scoping avec Mme André Bussière, Bonnie Swain, sur les outils de mesure pour documenter les life skills. Puis, j'aimerais ça qu'on en reparle parce qu'il n'y a pas grand-chose. Puis, il y a encore moins de choses pour les troubles du langage ou les troubles cognitifs parce qu'on les exclut tout le temps des outils de mesure parce qu'ils sont trop longs et ne sont pas capables de donner les données qu'on veut avoir. Je finis là-dessus. Merci, Frédéric. On voit qu'on a beaucoup d'enjeux qui vont justifier une deuxième rencontre en septembre. Hein? Peut-être avant de conclure, I would like to give some time for Dana and Sadie to respond to one of the questions that was raised today about how to keep youth motivated or how to motivate them to enter into the program, the transition program, the TEVA program. You work on motivation, so how we can have them motivated and keep them motivated in the rehab program. Seda, is that okay if I'll try to answer? Sure, go ahead. I think I could speak to I'm not too familiar with the TEVA program, the day-to-day activity, but I am familiar with working with the youth age 15 to 25. And what I find that motivates them is that, for example, in the PrEP intervention that we are actually working with them to improve their participation in the community, one of the things that motivate them is that they know that the activity that they're going to work on is their own choice. And we're open to any type of activity, and they really appreciate the range. And I think that was motivating them because we are working with them to really find out what they're passionate about, what really speaks to their heart. And I think that on its own is a motivational factor. So I would say that piece is really, really important, that makes sure that the intervention is individualized and crafted to the specific desires of the youth. The PrEP focused on leisure activities, but some of them, we had one youth that wanted to volunteer in a radio station, so we made it work. So once it was very specific to their interests and their strengths, it really motivated them. Thank you. Des réactions, comments, reaction to what is shared? The work, Frédéric? Est-ce que c'est une ancienne main ou c'est une nouvelle main? Oui, c'est une nouvelle main. J'allais dire, le facteur motivationnel va aussi avec la perception de soi puis l'évolution. On se rend compte que 25 ans, souvent c'est à 24, 25 ans que, oups, il y a une prise de conscience puis une autodétermination qui embarque. Avant ça, souvent, à 18, 20 ans, il y a une expérience de vie ou une maturité, appelons-la sociale, puis là, je ne suis pas expert, mais d'un enfant de 12 ans ou 13 ans. Alors, il y a comme un gap, c'est souvent là, pour l'autodétermination, prendre leur vie en main, prendre leurs objectifs de réadaptation en main, s'impliquer, c'est souvent à 24, 25 ans. Avant ça, on est plus dans le social puis le loisir, selon moi. C'est vrai. C'est vraiment un enjeu qu'on soulève d'appliquer la transition jusqu'à une trentaine d'années. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui... Puis, on n'a pas vraiment trouvé d'articles qui prouvaient justement qu'ils avaient besoin de plus de temps pour cette transition, pour bien se connaître et puis pour être prêt à partir du nid familial. If I can add to that, yeah.
I think that another thing that really, from interviews that we did with youth, some of them are from Mackay. We had youth with vision impairment, actually, not physical. And Chantal was part of this project when we actually introduced the YPAM, which is a measure that looks at participation and environment for this population. And then we asked them to reflect on we showed them the results, and we asked them to reflect on the results. And through an interview, we started to talk about the findings. And one of the things that came up, because the YPAM is asking about their participation in different activities in the homeschool community and the workplace, but it also asks them about their desire to change, like what specific type of activity would you like to see change in? And I think one of the things that came up is that they really felt that it really can reflect where they are at their journey of participation. So I think it was, again, it speaks to what is important for them, what matters to them. So I thought it was it's a really good observation of the youth of this part of the measure. So I think like if we use measures that start this conversation about what is important for you, what are the barriers and facilitators in the environment for you, so I think that could start really a discussion about building a program surrounding their needs. And the measure is actually almost ready to use, and it's been translated to French. So, and this is actually Sadie's PhD. Sadie, if you want to add a word about it. Yeah, so the Youth and Young Adult Participation and Environment Measure is a self-reported questionnaire for youth and young adults aged 12 to 30 years old. And it was developed based on experts consultation and youth and young adults themselves. So it really includes activities that are pertinent for them, such as, for example, in the home setting, they have preparing meals, in the community going to appointments, doing errands, taking lessons like driving lessons, and finally the work participation. That was something that came up and was included because youth and young adults said that it becomes a pertinent part of their life as they age. So, and it also includes items that capture work preparation activities, such as seeking and acquiring, seeking an area of interest, acquiring an employment, training for a job, working or volunteering, working in a paid job, and also participating in social gatherings, work-related social gatherings. And it also has environmental items that are pertinent for each setting. Yeah. Thank you. Alors, le temps s'est écoulé. Je vais laisser Patricia clore l'événement, mais on vous invite tous le 28 septembre. On aura d'autres chercheurs qui incluent donc des chercheurs en DITSA pour toi, Virginie. Tu es la bienvenue le 28. Je te laisse la parole, Patricia. On a vu que la TEVA suscite beaucoup de questionnements, de réflexions, puis je viens de remarquer qu'on n'a pas des réponses à tout, puis c'est une belle ouverture pour des beaux projets de recherche, justement pour avoir des réponses à toutes vos belles réflexions. Donc, un gros merci à vous tous, à vous toutes d'avoir participé à l'atelier d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça super enrichissant, puis au plaisir de vous revoir le 28 septembre. Salut! Merci. Bye. Merci.